Chapitre 18. Pendant que j'écrivais tout ceci, ma lampe a pâli. Le jour est venu, l'horloge de la chapelle a sonné 6 heures. Qu'est-ce que cela veut dire? Le guichetier de garde vient d'entrer dans mon cachot. Il a ôté sa casquette, m'a salué, s'est excusé de me déranger et m'a demandé, en adoucissant de son mieux sa rude voix, ce que je désirais à déjeuner. Il m'a pris un frisson. Est-ce que ce serait pour aujourd'hui? Chapitre 19. C'est pour aujourd'hui. Le directeur de la prison lui-même vient de me rendre visite. Il m'a demandé en quoi il pourrait m'être agréable ou utile, a exprimé le désir que je n'eusse pas à me plaindre de lui ou de ses subordonnés. S'est informé avec intérêt de ma santé et de la façon dont j'avais passé la nuit. En me quittant, il m'a appelé « Monsieur ». C'est pour aujourd'hui. Chapitre 20. Il ne croit pas, ce geôlier, que j'ai à me plaindre de lui et de ses sous-geôliers. Il a raison. Ce serait mal à moi de me plaindre. Ils ont fait leur métier, ils m'ont bien gardé, et puis ils ont été polis à l'arrivée et au départ. Ne dois-je pas être content? Ce bon geôlier, avec son sourire bénin, ses paroles caressantes, son œil qui flatte et qui espionne, ses grosses et larges mains, c'est la prison incarnée. C'est Bicêtre qui s'est fait homme. Tout est prison autour de moi. Je retrouve la prison sous toutes les formes, sous la forme humaine comme sous la forme de grille ou de verrou. Ce mur, c'est de la prison en pierre. Cette porte, c'est de la prison en bois. Ces guichetiers, c'est de la prison en chair et en os. La prison est une espèce d'être horrible, complet, indivisible, moitié maison, moitié homme. Je suis sa proie. Elle me couve, elle m'enlace de tous ses replis. Elle m'enferme dans ses murailles de granit, me cadenasse sous ses serrures de fer et me surveille avec ses yeux de geôlier. Ah, misérable, que vais-je devenir? Qu'est-ce qu'ils vont faire de moi? Chapitre 21. Je suis calme maintenant, tout est fini, bien fini. Je suis sortie de l'horrible anxiété où m'avait jeté la visite du directeur, car, je l'avoue, j'espérais encore. Maintenant, Dieu merci, je n'espère plus. Voici ce qui vient de se passer. Au moment où 6h30 sonnaient, non, c'était l'avant-quart, la porte de mon cachot s'est rouverte. Un vieillard à tête blanche, vêtu d'une redingote brune, est entré. Il a entrouvert sa redingote. J'ai vu une soutane, un rabat. C'était un prêtre. Ce prêtre n'était pas l'aumônier de la prison. Cela était sinistre. Il s'est assis en face de moi avec un sourire bienveillant, puis a secoué la tête et levé les yeux au ciel, c'est-à-dire à la voûte du cachot. Je l'ai compris. « Mon fils, m'a-t-il dit, êtes-vous préparé ?» Je lui ai répondu d'une voix faible. « Je ne suis pas préparé, mais je suis prêt. » Cependant, ma vue s'est troublée. Une sueur glacée est sortie à la fois de tous mes membres. J'ai senti mes tempes se gonfler et j'avais les oreilles pleines de bourdonnements. Pendant que je vacillais sur ma chaise, comme endormi, le bon vieillard parlait. C'est du moins ce qu'il m'a semblé. Et je crois me souvenir que j'ai vu ses lèvres remuer, ses mains s'agiter, ses yeux reluire. La porte s'est rouverte une seconde fois. Le bruit des verrous nous a arrachés, moi à ma stupeur, lui à son discours. Une espèce de monsieur en habit noir, accompagné du directeur de la prison, s'est présenté et m'a salué profondément. Cet homme avait sur le visage quelque chose de la tristesse officielle des employés des pompes funèbres. Il tenait un rouleau de papier à la main. « Monsieur, m'a-t-il dit avec un sourire de courtoisie, je suis huissier près de la cour royale de Paris. J'ai l'honneur de vous apporter un message de la part de monsieur le procureur général. » La première secousse était passée. Toute ma présence d'esprit m'était revenue.
C'est monsieur le procureur général, lui ai-je répondu, qui a demandé si instamment ma tête. Bien de l'honneur pour moi qu'il m'écrive. J'espère que ma mort va lui faire grand plaisir, car il me serait dur de penser qu'il l'a sollicitée avec tant d'ardeur et qu'elle lui était indifférente. J'ai dit tout cela et j'ai repris d'une voix ferme. « Lisez, monsieur. » Il s'est mis à me lire un long texte, en chantant à la fin de chaque ligne et en hésitant au milieu de chaque mot. C'était le rejet de mon pourvoi. « L'arrêt sera exécuté aujourd'hui en place de grève, » a-t-il ajouté quand il a eu terminé, sans lever les yeux de dessus son papier timbré. « Nous partons à 7h30 précises pour la conciergerie. Mon cher monsieur, aurez-vous l'extrême bonté de me suivre ?» Depuis quelques instants, je ne l'écoutais plus. Le directeur causait avec le prêtre. Lui avait l'œil fixé sur son papier. Je regardais la porte qui était restée entr'ouverte. Ah, misérable, 4 fusillés dans le corridor. L'huissier a répété sa question en me regardant cette fois. Quand vous voudrez, lui ai-je répondu, à votre aise. Il m'a salué en disant « J'aurai l'honneur de venir vous chercher dans une demi-heure. » Alors ils m'ont laissé seul. Un moyen de fuir, mon Dieu, un moyen quelconque. Il faut que je m'évade, il le faut, sur le champ, par les portes, par les fenêtres, par la charpente du toit. Quand même je devrais laisser de ma chair après les poutres. Oh rage, démon, malédiction. Il faudrait des mois pour percer ce mur avec de bons outils, et je n'ai ni un clou, ni une heure. Chapitre 22. De la conciergerie. Me voici transféré, comme dit le procès-verbal. Mais le voyage vaut la peine d'être compté. 7h30 sonnait lorsque l'huissier s'est présenté de nouveau au seuil de mon cachot. « Monsieur, m'a-t-il dit, je vous attends. » Hélas, lui et d'autres. Je me suis levé, j'ai fait un pas. Il m'a semblé que je n'en pourrais faire un second, tant ma tête était lourde et mes jambes faibles. Cependant, je me suis remis. Et j'ai continué d'une allure assez ferme. Avant de sortir du cabanon, j'y ai promené un dernier coup d'œil. Je l'aimais, mon cachot. Puis je l'ai laissé vide et ouvert, ce qui donne à un cachot un air singulier. Au reste, il ne le sera pas longtemps. Ce soir, on y attend quelqu'un, disaient les porte-clés, un condamné que la cour d'assises est en train de faire à l'heure qu'il est. Au détour du corridor, l'aumônier nous a rejoints. Il venait de déjeuner. Au sortir de la geôle, le directeur m'a pris affectueusement la main et a renforcé mon escorte de 4 vétérans. Devant la porte de l'infirmerie, un vieillard moribond m'a crié « Au revoir !» Nous sommes arrivés dans la cour. J'ai respiré. Cela m'a fait du bien. Nous n'avons pas marché longtemps à l'air. Une voiture attelée de chevaux de poste stationnait dans la première cour. C'est la même voiture qui m'avait amené. Une espèce de cabriolet oblongue, divisée en 2 sections par une grille transversale de fil de fer si épaisse qu'on la dirait tricotée. Les 2 sections ont chacune une porte, l'une devant, l'autre derrière la carriole. Le tout si sale, si noir, si poudreux, que le corbillard des pauvres est un carrosse du sacre en comparaison. Avant de m'ensevelir dans cette tombe à 2 roues, j'ai jeté un regard dans la cour, un de ces regards désespérés devant lesquels il semble que les murs devraient crouler. La cour, espèce de petite place plantée d'arbres, était plus encombrée encore de spectateurs que pour les galériens. Déjà la foule. Comme le jour du départ de la chaîne, il tombait une pluie de la saison, une pluie fine et glacée qui tombe encore à l'heure où j'écris, qui tombera sans doute toute la journée, qui durera plus que moi. Les chemins étaient effondrés, la cour pleine de fange et d'eau. J'ai eu plaisir à voir cette foule dans cette boue. Nous sommes montés, l'huissier et un gendarme dans le compartiment de devant. Le prêtre, moi et un gendarme dans l'autre. 4 gendarmes à cheval autour de la voiture. Ainsi, sans le postillon, 8 hommes pour un homme. Pendant que je montais, il y avait une vieille aux yeux gris qui disait « J'aime encore mieux cela que la chaîne. »
je conçois. C'est un spectacle qu'on embrasse plus aisément d'un coup d'œil. C'est plutôt vu. C'est tout aussi beau et plus commode. Rien ne vous distrait. Il n'y a qu'un homme, et sur cet homme seul autant de misère que sur tous les forçats à la fois. Seulement cela est moins éparpillé. C'est une liqueur concentrée, bien plus savoureuse. La voiture s'est ébranlée. Elle a fait un bruit sourd en passant sous la voûte de la grande porte, puis a débouché dans l'avenue, et les lourds battants de Bicêtre se sont refermés derrière elle. Je me sentais emporté avec stupeur, comme un homme tombé en léthargie qui ne peut ni remuer ni crier, et qui entend qu'on l'enterre. J'écoutais vaguement les paquets de sonnettes pendus au cou des chevaux de poste sonner en cadence, et comme par hoquet, les roues ferrées bruire sur le pavé ou cogner la caisse en changeant d'ornière, le galop sonore des gendarmes autour de la carriole, le fouet claquant du postillon. Tout cela me semblait comme un tourbillon qui m'emportait. À travers le grillage d'un Judas percé en face de moi, mes yeux s'étaient fixés machinalement sur l'inscription gravée en grosses lettres au-dessus de la grande porte de Bicêtre. « Hospice de la vieillesse ». Tiens, me disais-je, il paraît qu'il y a des gens qui vieillissent là. Et, comme on fait entre la veille et le sommeil, je retournais cette idée en tous sens dans mon esprit engourdi de douleur. Tout à coup, la carriole, en passant de l'avenue dans la grande route, a changé le point de vue de la lucarne. Les tours de Notre-Dame sont venues s'y encadrer, bleues et à demi effacées dans la brume de Paris. Sur le champ, le point de vue de mon esprit a changé aussi. J'étais devenue machine, comme la voiture. À l'idée de Bicêtre a succédé l'idée des tours de Notre-Dame. Ceux qui seront sur la tour, où est le drapeau, verront bien, me suis-je dit en souriant stupidement. Je crois que c'est à ce moment-là que le prêtre s'est remis à me parler. Je l'ai laissé dire, patiemment. J'avais déjà dans l'oreille le bruit des roues, le galop des chevaux, le fouet du postillon. C'était un bruit de plus. J'écoutais en silence cette chute de paroles monotones qui assoupissait ma pensée, comme le murmure d'une fontaine, et qui passaient devant moi, toujours diverses, toujours les mêmes, comme les ormeaux tortus de la grande route, lorsque la voix brève et saccadée de l'huissier, placé sur le devant, est venue subitement me secouer. « Eh bien, monsieur l'abbé, disait-il avec un accent presque gai, qu'est-ce que vous savez de nouveau ?» C'est vers le prêtre qu'il se retournait en parlant ainsi. L'aumônier, qui me parlait sans relâche et que la voiture assourdissait, n'a pas répondu. « Eh !» a repris l'huissier en haussant la voix pour avoir le dessus sur le bruit des roues. « Infernale voiture !» Infernale, en effet. Il a continué. « Sans doute c'est le chaos, on ne s'entend pas. Qu'est-ce que je voulais donc dire ? Faites-moi le plaisir de m'apprendre ce que je voulais dire, monsieur l'abbé. Ah, savez-vous la grande nouvelle de Paris aujourd'hui ?» J'ai tressailli, comme s'il parlait de moi. « Non, » a dit le prêtre, qui avait enfin entendu. « Je n'ai pas eu le temps de lire les journaux ce matin. Je verrai cela ce soir. Quand je suis occupé comme cela toute la journée, je recommande au portier de me garder mes journaux et je les lis en rentrant. »« Bah !» a repris l'huissier. « Il est impossible que vous ne sachiez pas cela. La nouvelle de Paris, la nouvelle de ce matin. » J'ai pris la parole. « Je crois la savoir. » L'huissier m'a regardé. « Vous ? Vraiment ? En ce cas, qu'en dites-vous ? » ?»« Vous êtes curieux, lui ai-je dit. »« Pourquoi, monsieur ? » a répliqué l'huissier. « Chacun a son opinion politique. Je vous estime trop pour croire que vous n'avez pas la vôtre. Quant à moi, je suis tout à fait d'avis du rétablissement de la garde nationale. J'étais sergent de ma compagnie et, ma foi, c'était fort agréable. » Je l'ai interrompu. Je ne croyais pas que ce fût de cela qu'il s'agissait. « Et de quoi donc ? Vous disiez savoir la nouvelle. » Je parlais d'une chose dont Paris s'occupe aussi aujourd'hui. L'imbécile n'a pas compris. Sa curiosité s'est éveillée. « Une autre nouvelle ? Où diable avez-vous pu apprendre des nouvelles ? Laquelle, de grâce, mon cher monsieur ? Savez-vous ce que c'est, monsieur l'abbé ? Êtes-vous plus au courant que moi ? Mettez-moi au fait, je vous prie. De quoi s'agit-il ?
Voyez-vous, j'aime les nouvelles. Je les conte à monsieur le président et cela l'amuse. » Émile billevesait. Il se tournait tour à tour vers le prêtre et vers moi, et je ne répondais qu'en haussant les épaules. « Eh bien, m'a-t-il dit, à quoi pensez-vous donc ?»« Je pense, ai-je répondu, que je ne penserai plus ce soir. »« Ah, c'est cela, a-t-il répliqué. Allons, vous êtes trop triste. Monsieur Castin causait. » Puis, après un silence, « J'ai conduit monsieur Papavoine. Il avait sa casquette de loutre et fumait son cigare. Quant aux jeunes gens de La Rochelle, ils ne parlaient qu'entre eux, mais ils parlaient. » Il a fait encore une pause et a poursuivi. « Des fous, des enthousiastes. Ils avaient l'air de mépriser tout le monde. Pour ce qui est de vous, je vous trouve bien pensif, jeune homme. »« Jeune homme, lui ai-je dit. Je suis plus vieux que vous. Chaque quart d'heure qui s'écoule me vieillit d'une année. » Il s'est retourné, m'a regardé quelques minutes avec un étonnement inepte, puis s'est mis à ricaner lourdement. « Allons, vous voulez rire? Plus vieux que moi? Je serai votre grand-père. » « Je ne veux pas rire, lui ai-je répondu gravement. Il a ouvert sa tabatière. « Tenez, cher monsieur, ne vous fâchez pas. Une prise de tabac et ne me gardez pas rancune. »« N'ayez pas peur, je n'aurai pas longtemps à vous la garder. » En ce moment, sa tabatière qu'il me tendait a rencontré le grillage qui nous séparait. Un chaos a fait qu'elle l'a heurté assez violemment et est tombée, toute ouverte, sous les pieds du gendarme. « Maudit grillage !» s'est écrié l'huissier. Il s'est tourné vers moi. « Eh bien, ne suis-je pas malheureux? Tout mon tabac est perdu. »« Je perds plus que vous, » ai-je répondu en souriant. Il a essayé de ramasser son tabac en grommelant entre ses dents. « Plus que moi, ça est facile à dire. Pas de tabac jusqu'à Paris, c'est terrible. » L'aumônier alors lui a adressé quelques paroles de consolation, et je ne sais si j'étais préoccupée, mais il m'a semblé que c'était la suite de l'exhortation dont j'avais eu le commencement. Peu à peu, la conversation s'est engagée entre le prêtre et l'huissier. Je les ai laissés parler de leur côté, et je me suis mise à penser du mien. En abordant la barrière, j'étais toujours préoccupée, sans doute, mais Paris m'a paru faire un plus grand bruit qu'à l'ordinaire. La voiture s'est arrêtée un moment devant l'octroi. Les douaniers de ville l'ont inspectée. Si c'eût été un mouton ou un bœuf qu'on eût mené à la boucherie, il aurait fallu leur jeter une bourse d'argent. Mais une tête humaine ne paie pas de droit. Nous avons passé. Le boulevard franchi, la carriole s'est enfoncée au grand trot dans ces vieilles rues tortueuses du faubourg Saint-Marceau et de la Cité, qui serpentent et s'entrecoupent comme les 1000 chemins d'une fourmilière. Sur le pavé de ces rues étroites, le roulement de la voiture est devenu si bruyant et si rapide que je n'entendais plus rien du bruit extérieur. Quand je jetai les yeux par la petite lucarne carrée, il me semblait que le flot des passants s'arrêtait pour regarder la voiture, et que des bandes d'enfants couraient sur sa trace. Il m'a semblé aussi voir de temps en temps dans les carrefours, çà et là, un homme ou une vieille en haillons, quelquefois les deux ensemble, tenant en main une liasse de feuilles imprimées que les passants se disputaient, en ouvrant la bouche comme pour un grand cri. 8h30 sonnaient à l'horloge du palais au moment où nous sommes arrivés dans la cour de la conciergerie. La vue de ce grand escalier, de cette noire chapelle, de ces guichets sinistres, m'a glacée. Quand la voiture s'est arrêtée, j'ai cru que les battements de mon cœur allaient s'arrêter aussi. J'ai recueilli mes forces. La porte s'est ouverte avec la rapidité de l'éclair. J'ai sauté à bas du cachot roulant et je me suis enfoncé à grands pas sous la voûte entre deux haies de soldats. Il s'était déjà formé une foule sur mon passage. Chapitre 23. Tant que j'ai marché dans les galeries publiques du palais de justice, je me suis senti presque libre et à l'aise. Mais toute ma résolution m'a abandonné quand on a ouvert devant moi des portes basses, des escaliers secrets, des couloirs intérieurs, de longs corridors étouffés, où il n'entre que ceux qui condamnent ou ceux qui sont condamnés.
L'huissier m'accompagnait toujours. Le prêtre m'avait quitté pour revenir dans 2 heures. Il avait ses affaires. On m'a conduit au cabinet du directeur, entre les mains duquel l'huissier m'a remis. C'était un échange. Le directeur l'a prié d'attendre un instant, lui annonçant qu'il allait avoir du gibier à lui remettre, afin qu'il le conduisît sur-le-champ à Bicêtre par le retour de la carriole. Sans doute le condamné d'aujourd'hui, celui qui doit coucher ce soir sur la botte de paille que je n'ai pas eu le temps d'user. « C'est bon, a dit l'huissier au directeur, je vais attendre un moment. Nous ferons les 2 procès-verbaux à la fois, cela s'arrange bien. » En attendant, on m'a déposé dans un petit cabinet attenant à celui du directeur. Là, on m'a laissé seul, bien verrouillé. Je ne sais à quoi je pensais, ni depuis combien de temps j'étais là, quand un brusque et violent éclat de rire à mon oreille m'a réveillé de ma rêverie. J'ai levé les yeux en tressaillant. Je n'étais plus seule dans la cellule. Un homme s'y trouvait avec moi, un homme d'environ 55 ans, de moyenne taille, ridé, voûté, grisonnant, à membres trapus, avec un regard louche dans des yeux gris, un rire amer sur le visage, sale, en guenilles, demi-nu, repoussant à voir. Il paraît que la porte s'était ouverte, l'avait vomi, puis s'était refermée sans que je m'en fusse aperçu. Si la mort pouvait venir ainsi. Nous nous sommes regardés quelques secondes, fixement, l'homme et moi, lui prolongeant son rire qui ressemblait à un râle, moi demi-étonné, demi-effrayé. « Qui êtes-vous » lui ai-je dit enfin. « Drôle de demande, a-t-il répondu. « Un frioche. »« Un frioche, qu'est-ce que cela veut dire ?» Cette question a redoublé sa gaieté. « Cela veut dire, s'est-il écrié au milieu d'un éclat de rire, que le tôle jouera au panier avec ma Sorbonne dans 6 semaines, comme il va faire avec ta tronche dans 6 heures. Ah, il paraît que tu comprends maintenant. » En effet, j'étais pâle, et mes cheveux se dressaient. C'était l'autre condamné, le condamné du jour, celui qu'on attendait à Bicêtre, mon héritier. Il a continué. « Que veux-tu ? Voilà mon histoire à moi. Je suis fils d'un bon pègre. C'est dommage que Charlot ait pris la peine de lui attacher sa cravate. C'était quand régnait la potence, par la grâce de Dieu. À 6 ans, je n'avais plus ni père ni mère. L'été, je faisais la roue dans la poussière au bord des routes pour qu'on me jetât un sou par la portière des chaises de poste. L'hiver, j'allais pieds nus dans la boue en soufflant dans mes doigts tout rouges. On voyait mes cuisses à travers mon pantalon. À 9 ans, j'ai commencé à me servir de mes louches. De temps en temps, je vidais une fouillouse, je filais une pelure. À 10 ans, j'étais un marlou. Puis j'ai fait des connaissances. À 17, j'étais un grinche. Je forçais une boutanche, je faussais une tournante. On m'a pris. J'avais l'âge, on m'a envoyé ramer dans la petite marine. Le bagne, c'est dur. Coucher sur une planche, boire de l'eau claire, manger du pain noir, traîner un imbécile de boulet qui ne sert à rien, des coups de bâton et des coups de soleil. Avec cela, on est tondu, et moi qui avais de beaux cheveux châtains. N'importe, j'ai fait mon temps. 15 ans, cela s'arrache. J'avais 32 ans. Un beau matin, on me donna une feuille de route et 66 francs que je m'étais amassé dans mes 15 ans de galère, en travaillant 16 heures par jour, 30 jours par mois, 12 mois par année. C'est égal. Je voulais être honnête homme avec mes 66 francs. Et j'avais de plus beaux sentiments sous mes guenilles qu'il n'y en a sous une serpillière de ratichon. Mais que les diables soient avec le passeport. Il était jaune, et on avait écrit dessus « Forçat libéré ». Il fallait montrer cela partout où je passais, et le présenter tous les 8 jours au maire du village où l'on me forçait de tapiquer. La belle recommandation. Un galérien. Je faisais peur, et les petits-enfants se sauvaient, et l'on fermait les portes. Personne ne voulait me donner d'ouvrage. Je mangeais mes 66 francs. Et puis, il fallut vivre. Je montrai mes bras, bons au travail. On ferma les portes. J'offris ma journée pour 15 sous, pour 10 sous, pour 5 sous. Point. Que faire ? Un jour,
J'avais faim. Je donnai un coup de coude dans le carreau d'un boulanger. J'empoignai un pain et le boulanger m'empoigna. Je ne mangeai pas le pain et j'eus les galères à perpétuité, avec 3 lettres de feu sur l'épaule. Je te montrerai si tu veux. On appelle cette justice-là la récidive. Me voilà donc cheval de retour. On me remit à Toulon, cette fois avec des bonnets verts. Il fallait m'évader. Pour cela, je n'avais que 3 murs à percer, 2 chaînes à couper, et j'avais un clou. Je m'évadai. On tira le canon d'alerte, car nous autres, nous sommes comme les cardinaux de Rome, habillés de rouge, et on tire le canon quand nous partons. Leur poudre alla aux moineaux. Cette fois, pas de passeport jaune, mais pas d'argent non plus. Je rencontrai des camarades qui avaient aussi fait leur temps ou cassé leurs ficelles. Leur couard me proposa d'être des leurs. On faisait la grande soulasse sur le trimard. J'acceptai et je me mis à tuer pour vivre. C'était tantôt une diligence, tantôt une chaise de poste, tantôt un marchand de bœufs à cheval. On prenait l'argent, on laissait aller au hasard la bête ou la voiture, et l'on enterrait l'homme sous un arbre, en ayant soin que les pieds ne sortissent pas. Et puis on dansait sur la fosse pour que la terre ne parût pas fraîchement remuée. J'ai vieilli comme cela, gisant dans les broussailles, dormant aux belles étoiles, traqué de bois en bois, mais du moins libre et à moi. Tout a une fin, et autant celle-là qu'une autre. Les marchands de lacets, une belle nuit, nous ont pris au collet. Mes fanandelles se sont sauvés, mais moi, le plus vieux, je suis resté sous la griffe de ces chats à chapeau galonné. On m'a amené ici. J'avais déjà passé tous les échelons de l'échelle, excepté un. Avoir volé un mouchoir ou tué un homme, c'était tout un pour moi désormais. Il y avait encore une récidive à m'appliquer. Je n'avais plus qu'à passer par le faucheur. Mon affaire a été courte. Ma foi, je commençais à vieillir et à n'être plus bon à rien. Mon père a épousé la veuve, moi je me retire à l'abbaye de Montaregret. Voilà, camarade. J'étais resté stupide en l'écoutant. Il s'est remis à rire plus haut encore qu'en commençant, et a voulu me prendre la main. J'ai reculé avec horreur. « L'ami, m'a-t-il dit, tu n'as pas l'air brave. Ne va pas faire le cinvre devant la carline. Vois-tu, il y a un mauvais moment à passer sur la placarde, mais cela est sitôt fait. Je voudrais être là pour te montrer la culbute. Mille dieux, j'ai envie de ne pas me pourvoir si l'on veut me faucher aujourd'hui avec toi. Le même prêtre nous servira à tous deux. Ça m'est égal d'avoir tes restes. Tu vois que je suis un bon garçon, hein? Dis, veux-tu? D'amitié. » Il a encore fait un pas pour s'approcher de moi. « Monsieur, lui ai-je répondu en le repoussant, je vous remercie. » Nouveau éclat de rire à ma réponse. « Ah ah, monsieur, vous ça y est un marquis, c'est un marquis !» Je l'ai interrompu. « Mon ami, j'ai besoin de me recueillir, laissez-moi. » La gravité de ma parole l'a rendu pensif tout à coup. Il a remué sa tête grise et presque chauve, puis, creusant avec ses ongles sa poitrine velue qui s'offrait nue sous sa chemise ouverte, « Je comprends, a-t-il murmuré entre ses dents. « Au fait, le sanglier. » Puis, après quelques minutes de silence, « Tenez, m'a-t-il dit, presque timidement, vous êtes un marquis, c'est fort bien. Mais vous avez là une belle redingote qui ne vous servira plus à grand-chose. Le tôle la prendra. Donnez-la-moi. Je la vendrai pour avoir du tabac. » J'ai ôté ma redingote et je la lui ai donnée. Il s'est mis à battre des mains avec une joie d'enfant. Puis, voyant que j'étais en chemise et que je grelottais, « Vous avez froid, monsieur. Mettez ceci. Il pleut et vous seriez mouillé. Et puis, il faut être décemment sur la charrette. » En parlant ainsi, il ôtait sa grosse veste de laine grise et la passait dans mes bras. Je le laissais faire. Alors j'ai été m'appuyer contre le mur, et je ne saurais dire quel effet me faisait cet homme. Il s'était mis à examiner la redingote que je lui avais donnée et poussait à chaque instant des cris de joie. « Les poches sont toutes neuves, le collet n'est pas usé, j'en aurai au moins 15 francs. Quel bonheur, du tabac pour mes 6 semaines. » La porte s'est rouverte. On venait nous chercher tous deux. Moi, pour me conduire à la chambre où les condamnés attendent l'heure. Lui, pour le mener à Bicêtre.
Il s'est placé en riant au milieu du piquet qui devait l'emmener, et il disait aux gendarmes: « Ah, ça, ne vous trompez pas, nous avons changé de pelure, monsieur et moi. Mais ne me prenez pas à sa place, diable, cela ne m'arrangerait pas, maintenant que j'ai de quoi avoir du tabac. » Chapitre 24. Ce vieux scélérat, il m'a pris ma redingote, car je ne la lui ai pas donnée, et puis il m'a laissé cette guenille, sa veste infâme. De qui vais-je avoir l'air? Je ne lui ai pas laissé prendre ma redingote par insouciance ou par charité, non, mais parce qu'il était plus fort que moi. Si j'avais refusé, il m'aurait battu avec ses gros poings. Ah bien oui, charité. J'étais plein de mauvais sentiments. J'aurais voulu pouvoir l'étrangler de mes mains, le vieux voleur, pouvoir le piler sous mes pieds. Je me sens le cœur plein de rage et d'amertume. Je crois que la poche au fiel a crevé. La mort rend méchant. Chapitre 25. Ils m'ont amené dans une cellule où il n'y a que les 4 murs, avec beaucoup de barreaux à la fenêtre et beaucoup de verrous à la porte. Cela va sans dire. J'ai demandé une table, une chaise et ce qu'il faut pour écrire. On m'a apporté tout cela. Puis j'ai demandé un lit. Le guichetier m'a regardé de ce regard étonné qui semble dire « À quoi bon ?» Cependant, ils ont dressé un lit de sangle dans le coin. Mais en même temps, un gendarme est venu s'installer dans ce qu'ils appellent ma chambre. Est-ce qu'ils ont peur que je ne m'étrangle avec le matelas? Chapitre 26. Il est 10 heures. Oh, ma pauvre petite fille, encore 6 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur la table froide des amphithéâtres. Une tête qu'on moulera d'un côté, un tronc qu'on disséquera de l'autre. Puis de ce qui restera, on en mettra plein une bière, et le tout ira à Clamart. Voilà ce qu'ils vont faire de ton père, ces hommes dont aucun ne me hait, qui tous me plaignent et tous pourraient me sauver. Ils vont me tuer. Comprends-tu cela, Marie? Me tuer de sang-froid, en cérémonie, pour le bien de la chose. Ah, grand Dieu! Pauvre petite, ton père qui t'aimait tant, ton père qui baisait ton petit cou blanc et parfumé, qui passait la main sans cesse dans les boucles de tes cheveux comme sur de la soie, qui prenait ton joli visage rond dans sa main, qui te faisait sauter sur ses genoux, et le soir joignait tes 2 mains pour prier Dieu. Qui est-ce qui te fera tout cela maintenant? Qui est-ce qui t'aimera? Tous les enfants de ton âge auront des pères, excepté toi. Comment te déshabitueras-tu, mon enfant, du jour de l'an, des étrennes, des beaux joujoux, des bonbons et des baisers? Comment te déshabitueras-tu, malheureuse orpheline, de boire et de manger? Oh, si ces jurés l'avaient vue, au moins, ma jolie petite Marie, ils auraient compris qu'il ne faut pas tuer le père d'un enfant de 3 ans. Et quand elle sera grande, si elle va jusque-là, que deviendra-t-elle? Son père sera un des souvenirs du peuple de Paris. Elle rougira de moi et de mon nom. Elle sera méprisée, repoussée, vile à cause de moi qui l'aime de toutes les tendresses de mon cœur. Ô ma petite Marie bien-aimée, est-il vrai que tu auras honte et horreur de moi? Misérable, quel crime j'ai commis et quel crime je fais commettre à la société. Oh, est-il bien vrai que je vais mourir avant la fin du jour? Est-il bien vrai que c'est moi? Ce bruit sourd de cris que j'entends au dehors, ce flot de peuple joyeux qui déjà se hâte sur les quais, ces gendarmes qui s'apprêtent dans leurs casernes, ce prêtre en robe noire, cet autre homme aux mains rouges, c'est pour moi. C'est moi qui vais mourir, moi, le même qui est ici, qui vit, qui se meut, qui respire, qui est assis à cette table, laquelle ressemble à une autre table, et qui pourrait aussi bien être ailleurs. Moi, enfin, ce moi que je touche et que je sens, et dont le vêtement fait les plis que voilà. Chapitre 27. Encore, si je savais comment cela est fait, et de quelle façon on meurt là-dessus. Mais c'est horrible, je ne le sais pas.
Le nom de la chose est effroyable, et je ne comprends point comment j'ai pu jusqu'à présent l'écrire et le prononcer. La combinaison de ces 10 lettres, leur aspect, leur physionomie est bien faite pour réveiller une idée épouvantable, et le médecin de malheur qui a inventé la chose avait un nom prédestiné. L'image que j'y attache à ce mot hideux est vague, indéterminée et d'autant plus sinistre. Chaque syllabe est comme une pièce de la machine. J'en construis et j'en démolis sans cesse dans mon esprit la monstrueuse charpente. Je n'ose faire une question là-dessus, mais il est affreux de ne savoir ce que c'est, ni comment s'y prendre. Il paraît qu'il y a une bascule et qu'on vous couche sur le ventre. Ah, mes cheveux blanchiront avant que ma tête ne tombe. Chapitre 28. Je l'ai cependant entrevu une fois. Je passais sur la place de Grève en voiture un jour vers 11 heures du matin. Tout à coup, la voiture s'arrêta. Il y avait foule sur la place. Je mis la tête à la portière. Une populace encombrait la Grève et le quai. Et des femmes, des hommes, des enfants étaient debout sur le parapet. Au-dessus des têtes, on voyait une espèce d'estrade en bois rouge que 3 hommes échafaudaient. Un condamné devait être exécuté le jour même, et l'on bâtissait la machine. Je détournai la tête avant d'avoir vu. À côté de la voiture, il y avait une femme qui disait à un enfant « Tiens, regarde, le couteau coule mal, ils vont graisser la rainure avec un bout de chandelle. » C'est probablement là qu'ils en sont aujourd'hui. 11 heures viennent de sonner. Ils graissent sans doute la rainure. Ah, cette fois malheureux, je ne détournerai pas la tête. Chapitre 29. Oh, ma grâce, on me fera peut-être grâce. Le roi ne m'en veut pas, qu'on aille chercher mon avocat. Vite, l'avocat. Je veux bien des galères, 50 galères et que tout soit dit, ou 20 ans, ou à perpétuité avec le fer rouge, mais grâce de la vie. Un forçat, cela marche encore, cela va et vient, cela voit le soleil. Chapitre 30. Le prêtre est revenu. Il a des cheveux blancs, l'air très doux, une bonne et respectable figure. C'est en effet un homme excellent et charitable. Ce matin, je l'ai vu vider sa bourse dans les mains des prisonniers. D'où vient que sa voix n'a rien qui émeuve et qui soit émue? D'où vient qu'il ne m'a rien dit encore qui m'ait pris par l'intelligence ou par le cœur? Ce matin, j'étais égarée, j'ai à peine entendu ce qu'il m'a dit. Cependant, ces paroles m'ont semblé inutiles, et je suis resté indifférent. Elles ont glissé comme cette pluie froide sur cette vitre glacée. Cependant, quand il est rentré tout à l'heure près de moi, sa vue m'a fait du bien. C'est parmi tous ces hommes le seul qui soit encore homme pour moi, me suis-je dit. Et il m'a pris une ardente soif de bonnes et consolantes paroles. Nous nous sommes assis, lui sur la chaise, moi sur le lit. Il m'a dit « Mon fils ». Ce mot m'a ouvert le cœur. Il a continué « Mon fils, croyez-vous en Dieu ?» « Oui, mon père, lui ai-je répondu. »« Croyez-vous en la Sainte Église catholique, apostolique et romaine ?»« Volontiers, lui ai-je dit. »« Mon fils, a-t-il repris, vous avez l'air de douter. » Alors il s'est mis à parler. Il a parlé longtemps, il a dit beaucoup de paroles. Puis, quand il a cru avoir fini, il s'est levé et m'a regardé pour la première fois depuis le commencement de son discours, en m'interrogeant. Eh bien, je proteste que je l'avais écouté avec avidité d'abord, puis avec attention, puis avec dévouement. Je me suis levé aussi. « Monsieur, lui ai-je répondu, laissez-moi seul, je vous prie. » Il m'a demandé « Quand reviendrai-je » ? Je vous le ferai savoir. Alors il est sorti sans colère, mais en hochant la tête, comme se disant à lui-même « Un impie !» Non, si bas que je sois tombé, je ne suis pas un impie, et Dieu m'est témoin que je crois en lui. Mais que m'a-t-il dit, ce vieillard? Rien de senti, rien d'attendri, rien de pleuré, rien d'arraché de l'âme, rien qui vint de son cœur pour aller au mien.
rien qui fût de lui à moi. Au contraire, je ne sais quoi de vague, d'inaccentué, d'applicable à tout et à tous, emphatique où il eût été besoin de profondeur, plat où il eût fallu être simple, une espèce de sermon sentimental et d'élégie théologique. Ça et là, une citation latine, en latin. Saint Augustin, Saint Grégoire, que sais-je. Et puis, il avait l'air de réciter une leçon déjà 20 fois récitée, de repasser un thème, oblitéré dans sa mémoire à force d'être su. Pas un regard dans l'œil, pas un accent dans la voix, pas un geste dans les mains. Et comment serait-il autrement? Ce prêtre est l'aumônier en titre de la prison. Son état est de consoler et d'exhorter, et il vit de cela. Les forçats, les patients sont du ressort de son éloquence. Il les confesse et les assiste parce qu'il a sa place à faire. Il a vieilli à mener des hommes mourir. Depuis longtemps, il est habitué à ce qui fait frissonner les autres. Ses cheveux, bien poudrés à blanc, ne se dressent plus. Le bagne et l'échafaud sont de tous les jours pour lui. Il est blasé. Probablement, il a son cahier. Telle page les galériens, telle page les condamnés à mort. On l'avertit la veille qu'il y aura quelqu'un à consoler le lendemain à telle heure. Il demande ce que c'est, galérien ou supplicié, et relit la page. Et puis il vient. Cette façon, il advient que ceux qui vont à Toulon et ceux qui vont à la grève sont un lieu commun pour lui, et qu'il est un lieu commun pour eux. Oh, qu'on aille donc, au lieu de cela, chercher quelques jeunes vicaires, quelques vieux curés, au hasard, dans la première paroisse venue, qu'on le prenne au coin de son feu, lisant son livre et ne s'attendant à rien, et qu'on lui dise « Il y a un homme qui va mourir, et il faut que ce soit vous qui le consoliez. Il faut que vous soyez là quand on lui liera les mains, là quand on lui coupera les cheveux, que vous montiez dans sa charrette avec votre crucifix pour lui cacher le bourreau, que vous soyez cahoté avec lui par le pavé jusqu'à la grève, que vous traversiez avec lui l'horrible foule buveuse de sang, que vous l'embrassiez au pied de l'échafaud, et que vous restiez jusqu'à ce que la tête soit ici et le corps là. Alors, qu'on me l'amène, tout palpitant, tout frissonnant de la tête aux pieds, qu'on me jette entre ses bras, à ses genoux, et il pleurera, et nous pleurerons, et il sera éloquent, et je serai consolée. Et mon cœur se dégonflera dans le sien, et il prendra mon âme, et je prendrai son Dieu. Mais ce bon vieillard, qu'est-il pour moi? Que suis-je pour lui? Un individu de l'espèce malheureuse, une ombre, comme il en a déjà tant vu, une unité à ajouter au chiffre des exécutions. J'ai peut-être tort de le repousser ainsi. C'est lui qui est bon et moi qui suis mauvais. Hélas, ce n'est pas ma faute. C'est mon souffle de condamné qui gâte et flétrit tout. On vient de m'apporter de la nourriture. Ils ont cru que je devais avoir besoin. Une table délicate et recherchée, un poulet, il me semble, et autre chose encore. Eh bien, j'ai essayé de manger, mais à la première bouchée, tout est tombé de ma bouche, tant cela m'a paru amer et fétide. Chapitre 31. Il vient d'entrer un monsieur, le chapeau sur la tête, qui m'a à peine regardé, puis a ouvert un pied droit et s'est mis à mesurer de bas en haut les pierres du mur, parlant d'une voix très haute pour dire tantôt « c'est cela », tantôt « ce n'est pas cela ». J'ai demandé au gendarme qui c'était. Il paraît que c'est une espèce de sous-architecte employé à la prison. De son côté, sa curiosité s'est éveillée sur mon compte. Il a échangé quelques demi-mots avec le porte-clés qui l'accompagnait, puis a fixé un instant les yeux sur moi, a secoué la tête d'un air insouciant et s'est remis à parler à haute voix et à prendre des mesures. Sa besogne finie, il s'est approché de moi en me disant avec sa voix éclatante « Mon bon ami, dans 6 mois, cette prison sera beaucoup mieux. » Et son geste semblait ajouter « Vous n'en jouirez pas, c'est dommage. » Il souriait presque. J'ai cru voir le moment où il allait me railler doucement, comme on plaisante une jeune mariée le soir de ses noces. Mon gendarme, vieux soldat à chevrons, s'est chargé de la réponse. « Monsieur, lui a-t-il dit, on ne parle pas si haut dans la chambre d'un mort. »
l'architecte s'en est allé. Moi, j'étais là, comme une des pierres qu'il mesurait. Chapitre 32. Et puis, il m'est arrivé une chose ridicule. On est venu relever mon bon vieux gendarme, auquel, ingrat, égoïste que je suis, je n'ai seulement pas serré la main. Un autre l'a remplacé. Homme à front déprimé, des yeux de bœuf, une figure inepte. Au reste, je n'y avais fait aucune attention. Je tournai le dos à la porte, assis devant la table. Je tâchai de rafraîchir mon front avec ma main, et mes pensées troublaient mon esprit. Un léger coup, frappé sur mon épaule, m'a fait tourner la tête. C'était le nouveau gendarme avec qui j'étais seule. Voici à peu près de quelle façon il m'a adressé la parole. « Criminel, avez-vous bon cœur ?»« Non, lui ai-je dit. » La brusquerie de ma réponse a paru le déconcerter. Cependant, il a repris en hésitant. « On n'est pas méchant pour le plaisir de l'être. »« Pourquoi non ?» ai-je réexpliqué. « Si vous n'avez que cela à me dire, laissez-moi. Où voulez-vous en venir ?»« Pardon, mon criminel, a-t-il répondu. 2 mots seulement. Voici. Si vous pouviez faire le bonheur d'un pauvre homme et que cela ne vous coûte à rien, est-ce que vous ne le feriez pas ?» J'ai haussé les épaules. « Est-ce que vous arrivez de Charenton? Vous choisissez un singulier vase pour y puiser du bonheur. Moi, faire le bonheur de quelqu'un ?» Il a baissé la voix et pris un air mystérieux, ce qui n'allait pas à sa figure idiote. « Oui, criminel, oui, bonheur, oui, fortune, tout cela me sera venu de vous. Voici. Je suis un pauvre gendarme, le service est lourd, la paye est légère, mon cheval est à moi et me ruine. Or, je mets à la loterie pour contrebalancer. Il faut bien avoir une industrie. Jusqu'ici, il ne m'a manqué pour gagner que d'avoir de bons numéros. J'en cherche partout de sûrs. Je tombe toujours à côté. Je mets le 76, il sort le 77. J'ai beau les nourrir, ils ne viennent pas. Un peu de patience, s'il vous plaît, je suis à la fin. Or, voici une belle occasion pour moi. Il paraît, pardon, criminel, que vous passez aujourd'hui. Il est certain que les morts qu'on fait périr comme cela voient la loterie d'avance. Promettez-moi de venir demain soir. Qu'est-ce que cela vous fait? Me donner 3 numéros, 3 bons, hein? Je n'ai pas peur des revenants. Soyez tranquille. Voici mon adresse. Caserne Popincourt, escalier A, numéro 26, au fond du corridor. Vous me reconnaîtrez bien, n'est-ce pas? Venez, même ce soir, si cela vous est plus commode. J'aurais dédaigné de lui répondre à cet imbécile si une espérance folle ne m'avait traversé l'esprit. Dans la position désespérée où je suis, on croit par moments qu'on briserait une chaîne avec un cheveu. « Écoute, » lui ai-je dit en faisant le comédien, autant que le peut faire celui qui va mourir. « Je puis en effet te rendre plus riche que le roi, te faire gagner des millions, à une condition. » Il ouvrait des yeux stupides. « Laquelle? Laquelle? Tout pour vous plaire, mon criminel. » Au lieu des 3 numéros, je t'en promets 4. Change d'habit avec moi. « Si ce n'est que cela !» s'est-il écrié, en défaisant les premières agrafes de son uniforme. Je m'étais levé de ma chaise, j'observais tous ses mouvements, mon cœur palpitait. Je voyais déjà les portes s'ouvrir devant l'uniforme de gendarme, et la place, et la rue, et le palais de justice derrière moi. Mais il s'est retourné d'un air indécis. « Ah ça, c'est pas pour sortir d'ici !» J'ai compris que tout était perdu. Cependant, j'ai tenté un dernier effort, bien inutile et bien insensé. « Si fait, lui ai-je dit, mais ta fortune est faite. » Il m'a interrompu. « Ah bien non, tiens, et mes numéros pour qu'ils soient bons. Il faut que vous soyez mort. » Je me suis rassis, muet, et plus désespéré de toute l'espérance que j'avais eue. Chapitre 33. J'ai fermé les yeux et j'ai mis les mains dessus, et j'ai tâché d'oublier le présent dans le passé. Tandis que je rêve, les souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse me reviennent un à un, doux, calmes,
riant comme des îles de fleurs sur ce gouffre de pensées noires et confuses qui tourbillonnent dans mon cerveau. Je me revois enfant, écolier rieur et frais, jouant, courant, criant avec mes frères dans la grande allée verte de ce jardin sauvage où ont coulé mes premières années, ancien enclos de religieuses que domine de sa tête de plomb le sombre dôme du Val-de-Grâce. Et puis, 4 ans plus tard, m'y voilà encore, toujours enfant, mais déjà rêveur et passionné. Il y a une jeune fille dans le solitaire jardin. La petite Espagnole, avec ses grands yeux et ses grands cheveux, sa peau brune et dorée, ses lèvres rouges et ses joues roses. L'Andalouse de 14 ans, Pepa. Nos mères nous ont dit d'aller courir ensemble. Nous sommes venus nous promener. On nous a dit de jouer et nous causons, enfants du même âge, non du même sexe. Pourtant, il n'y a encore qu'1 an, nous courions, nous luttions ensemble. Je disputais à Pépita la plus belle pomme du pommier. Je la frappais pour un nid d'oiseau. Elle pleurait. Je disais « C'est bien fait !» Et nous allions tous deux nous plaindre ensemble à nos mères, qui nous donnaient tort tout haut et raison tout bas. Maintenant, elle s'appuie sur mon bras, et je suis tout fier et tout ému. Nous marchons lentement, nous parlons bas. Elle laisse tomber son mouchoir, je le lui ramasse. Nos mains tremblent en se touchant. Elle me parle des petits oiseaux, de l'étoile qu'on voit là-bas, du couchant vermeil derrière les arbres, ou bien de ses amis de pension, de sa robe et de ses rubans. Nous disons des choses innocentes, et nous rougissons tous deux. La petite fille est devenue jeune fille. Ce soir-là, c'était un soir d'été, nous étions sous les marronniers au fond du jardin. Après un de ces longs silences qui remplissaient nos promenades, elle quitta tout à coup mon bras et me dit « Courons !» Je la vois encore. Elle était toute en noir, en deuil de sa grand-mère. Il lui passa par la tête une idée d'enfant. Pepa redevint Pépita. Elle me dit « Courons !» Et elle se mit à courir devant moi avec sa taille fine, comme le corset d'une abeille, et ses petits pieds qui relevaient sa robe jusqu'à mi-jambe. Je la poursuivis et elle fuyait. Le vent de sa course soulevait par moments sa pèlerine noire et me laissait voir son dos brun et frais. J'étais hors de moi. Je l'atteignis près du vieux puisard en ruine. Je la pris par la ceinture, du droit de victoire, et je la fis asseoir sur un banc de gazon. Elle ne résista pas. Elle était essoufflée et riait. Moi, j'étais sérieux, et je regardais ses prunelles noires à travers ses cils noirs. « Asseyez-vous là, me dit-elle. Il fait encore grand jour. Lisons quelque chose. Avez-vous un livre ?» J'avais sur moi le tome 2 des Voyages de Spallanzani. J'ouvris au hasard, je me rapprochai d'elle. Elle appuya son épaule à mon épaule, et nous nous mîmes à lire, chacun de notre côté, tout bas, la même page. Avant de tourner le feuillet, elle était toujours obligée de m'attendre. Mon esprit allait moins vite que le sien. « Avez-vous fini ?» me disait-elle, que j'avais à peine commencé. Cependant, nos têtes se touchaient, nos cheveux se mêlaient, nos haleines peu à peu se rapprochèrent, et nos bouches tout à coup. Quand nous voulûmes continuer notre lecture, le ciel était étoilé. « Oh, maman, maman, dit-elle en rentrant, si tu savais comme nous avons couru !» Moi, je gardai le silence. « Tu ne dis rien, me dit ma mère, tu as l'air triste. » J'avais le paradis dans le cœur. C'est une soirée que je me rappellerai toute ma vie. Toute ma vie. Chapitre 34. 1 heure vient de sonner. Je ne sais laquelle. J'entends mal le marteau de l'horloge. Il me semble que j'ai un bruit d'orgue dans les oreilles. Ce sont mes dernières pensées qui bourdonnent. À ce moment suprême où je me recueille dans mes souvenirs, j'y retrouve mon crime avec horreur. Mais je voudrais me repentir davantage encore. J'avais plus de remords avant ma condamnation. Depuis, il semble qu'il n'y ait plus de place que pour les pensées de mort. Pourtant, je voudrais bien me repentir beaucoup. Quand j'ai rêvé 1 minute à ce qu'il y a de passé dans ma vie et que j'en reviens au coup de hache qui doit la terminer tout à l'heure, je frissonne comme d'une chose nouvelle. Ma belle enfance, ma belle jeunesse, étoffe dorée dont l'extrémité est sanglante. Entre alors et à présent, il y a une rivière de sang, le sang de l'autre,
et le mien. Si on lit un jour mon histoire, après tant d'années d'innocence et de bonheur, on ne voudra pas croire à cette année exécrable, qui s'ouvre par un crime et se clôt par un supplice. Elle aura l'air dépareillée. Et pourtant, misérables lois et misérables hommes, je n'étais pas un méchant. Oh, mourir dans quelques heures et penser qu'il y a 1 an, à pareil jour, j'étais libre et pure, que je faisais mes promenades d'automne, que j'errais sous les arbres et que je marchais dans les feuilles. Chapitre 35. En ce moment même, il y a tout auprès de moi, dans ces maisons qui font cercle autour du palais et de la Grève, et partout dans Paris, des hommes qui vont et viennent, causent et rient, lisent le journal, pensent à leurs affaires, des marchands qui vendent, des jeunes filles qui préparent leurs robes de bal pour ce soir, des mères qui jouent avec leurs enfants. Chapitre 36. Je me souviens qu'un jour, étant enfant, j'allais voir le bourdon de Notre-Dame. J'étais déjà étourdie d'avoir monté le sombre escalier en colimaçon, d'avoir parcouru la frêle galerie qui lie les 2 tours, d'avoir eu Paris sous mes pieds, quand j'entrai dans la cage de pierre et de charpente où pend le bourdon avec son battant, qui pèse 1 millier. J'avançai en tremblant sur les planches mal jointes, regardant à distance cette cloche si fameuse parmi les enfants et le peuple de Paris, et ne remarquant pas sans effroi que les auvents couverts d'ardoises qui entourent le clocher de leurs plans inclinés étaient au niveau de mes pieds. Dans les intervalles, je voyais, en quelque sorte à vol d'oiseau, la place du parvis Notre-Dame et les passants comme des fourmis. Tout à coup, l'énorme cloche tinta. Une vibration profonde remua l'air, fit osciller la lourde tour. Le plancher sautait sur les poutres. Le bruit faillit me renverser. Je chancelais, prêt à tomber, prêt à glisser sur les auvents d'ardoise en pente. De terreur, je me couchai sur les planches, les serrant étroitement de mes 2 bras, sans parole, sans haleine, avec ce formidable tintement dans les oreilles. Et sous les yeux ce précipice, cette place profonde où se croisaient tant de passants, paisibles et enviés. Eh bien, il me semble que je suis encore dans la tour du Bourdon. C'est tout ensemble un étourdissement et un éblouissement. Il y a comme un bruit de cloche qui ébranle les cavités de mon cerveau, et autour de moi je n'aperçois plus cette vie plane et tranquille que j'ai quittée, et où les autres hommes cheminent encore, que de loin et à travers les crevasses d'un abîme. Chapitre 37. L'hôtel de ville est un édifice sinistre, avec son toit aigu et roide, son clocheton bizarre, son grand cadran blanc, ses étages à petites colonnes, ses 1000 croisées, ses escaliers usés par les pas, ses 2 arches à droite et à gauche, il est là, de plein pied avec la Grève, sombre, lugubre, la face toute rongée de vieillesse, et si noir qu'il est noir au soleil. Les jours d'exécution, il vomit des gendarmes de toutes ses portes et regarde le condamné avec toutes ses fenêtres. Et le soir, son cadran, qui a marqué l'heure, reste lumineux sur sa façade ténébreuse. Chapitre 38. Il est 1h15. Voici ce que j'éprouve maintenant. Une violente douleur de tête, les reins froids, le front brûlant. Chaque fois que je me lève ou que je me penche, il me semble qu'il y a un liquide qui flotte dans mon cerveau et qui fait battre ma cervelle contre les parois du crâne. J'ai des tressaillements convulsifs et de temps en temps la plume tombe de mes mains comme par une secousse galvanique. Les yeux me cuisent comme si j'étais dans la fumée. J'ai mal dans les coudes. Encore 2h45 et je serai guéri. Chapitre 39. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Et qu'est-ce donc que cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud?
Apparemment, ce n'est pas la souffrir. Ne sont-ce pas les mêmes convulsions que le sang s'épuise goutte à goutte, ou que l'intelligence s'éteigne, pensée à pensée? Et puis, on ne souffre pas. En sont-ils sûrs? Qui le leur a dit? Compte-t-on que jamais une tête coupée se soit dressée, sanglante, au bord du panier, et qu'elle ait crié au peuple « Cela ne fait pas de mal !» Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire « C'est bien inventé. Tenez-vous-en là, la mécanique est bonne. » Est-ce Robespierre? Est-ce Louis XVI? Non, rien. Moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite. Se sont-ils jamais mis, seulement en pensée, à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe mord la chair, rompt les nerfs, brise les vertèbres? Mais quoi, une demi-seconde, la douleur est escamotée. Horreur. Chapitre 40. Il est singulier que je pense sans cesse au roi. J'ai beau faire, beau secouer la tête, j'ai une voix dans l'oreille qui me dit toujours « Il y a dans cette même ville, à cette même heure, et pas bien loin d'ici, dans un autre palais, un homme qui a aussi des gardes à toutes ses portes. Un homme unique, comme toi, dans le peuple, avec cette différence qu'il est aussi haut que tu es bas. Sa vie entière, minute par minute, n'est que gloire, grandeur, délices, enivrement. Tout est autour de lui amour, respect, vénération. Les voix les plus hautes deviennent basses en lui parlant, et les fronts les plus fiers ploient. Il n'a que de la soie et de l'or sous les yeux. À cette heure, il tient quelques conseils de ministres, où tous sont de son avis, ou bien songe à la chasse de demain, au bal de ce soir, sûr que la fête viendra à l'heure, et laissant à d'autres le travail de ses plaisirs. Eh bien, cet homme est de chair et d'os comme toi. Et pour qu'à l'instant même l'horrible échafaud s'écroulât, pour que tout te fût rendu, vie, liberté, fortune, famille, il suffirait qu'il écrivît avec cette plume les 7 lettres de son nom au bas d'un morceau de papier, ou même que son carrosse rencontrât ta charrette. Et il est bon, et il ne demanderait pas mieux peut-être, et il n'en sera rien. Chapitre 41. Eh bien donc, ayons courage avec la mort, prenons cette horrible idée à 2 mains, et considérons-la en face. Demandons-lui compte de ce qu'elle est, sachons ce qu'elle nous veut, retournons-la en tous sens, épelons l'énigme, et regardons d'avance dans le tombeau. Il me semble que dès que mes yeux seront fermés, je verrai une grande clarté et des abîmes de lumière, où mon esprit roulera sans fin. Il me semble que le ciel sera lumineux de sa propre essence, que les astres y feront des taches obscures, et qu'au lieu d'être comme les yeux vivants des paillettes d'or sur du velours gris, ils sembleront des points noirs sur du drap d'or. Ou bien, misérable que je suis, ce sera peut-être un gouffre hideux, profond, dont les parois seront tapissées de ténèbres, et où je tomberai sans cesse en voyant des formes remuées dans l'ombre. Ou bien, en m'éveillant après le coup, je me trouverai peut-être sur quelque surface plane et humide, rampant dans l'obscurité et tournant sur moi-même comme une tête qui roule. Il me semble qu'il y aura un grand vent qui me poussera, et je serai heurté çà et là par d'autres têtes roulantes. Il y aura par place des mares et des ruisseaux d'un liquide inconnu et tiède. Tout sera noir. Quand mes yeux, dans leur rotation, seront tournés en haut, ils ne verront qu'un ciel sombre, dont les couches épaisses pèseront sur eux. Et au loin, dans le fond, de grandes arches de fumée plus noires que les ténèbres. Ils verront aussi voltiger dans la nuit de petites étincelles rouges, qui, en s'approchant, deviendront des oiseaux de feu. Et ce sera ainsi toute l'éternité. Il se peut bien aussi qu'à certaines dates, les morts de la grève se rassemblent par de noires nuits d'hiver sur la place qui est à eux. Ce sera une foule pâle et sanglante, et je n'y manquerai pas. Il n'y aura pas de lune, et l'on parlera à voix basse.
L'hôtel de ville sera là, avec sa façade vermoulue, son toit déchiqueté, et son cadran qui aura été sans pitié pour tous. Il y aura sur la place une guillotine de l'enfer, où un démon exécutera un bourreau. Ce sera à 4 heures du matin. À notre tour, nous ferons foule autour. Il est probable que cela est ainsi. Mais si ces morts-là reviennent, sous quelle forme reviennent-ils? Que gardent-ils de leurs corps incomplets et mutilés? Que choisissent-ils? Est-ce la tête ou le tronc qui est spectre? Hélas, qu'est-ce que la mort fait avec notre âme? Quelle nature lui laisse-t-elle? Qu'a-t-elle à lui prendre ou à lui donner? Où la met-elle? Lui prête-t-elle quelquefois des yeux de chair pour regarder sur la terre et pleurer? Ah, un prêtre qui sache cela. Je veux un prêtre et un crucifix à baiser. Mon Dieu, toujours le même. Chapitre 42. Je l'ai prié de me laisser dormir et je me suis jetée sur le lit. En effet, j'avais un flot de sang dans la tête qui m'a fait dormir. C'est mon dernier sommeil de cette espèce. J'ai fait un rêve. J'ai rêvé que c'était la nuit. Il me semblait que j'étais dans mon cabinet avec 2 ou 3 de mes amis, je ne sais plus lesquels. Ma femme était couchée dans la chambre à coucher, à côté, et dormait avec son enfant. Nous parlions à voix basse, mes amis et moi, et ce que nous disions nous effrayait. Tout à coup, il me sembla entendre un bruit quelque part dans les autres pièces de l'appartement. Un bruit faible, étrange, indéterminé. Mes amis avaient entendu comme moi. Nous écoutâmes. C'était comme une serrure qu'on ouvre sourdement, comme un verrou qu'on scie à petit bruit. Il y avait quelque chose qui nous glaçait. Nous avions peur. Nous pensâmes que peut-être c'étaient des voleurs qui s'étaient introduits chez moi à cette heure si avancée de la nuit. Nous résolûmes d'aller voir. Je me levai, je pris la bougie, mes amis me suivaient, un à un. Nous traversâmes la chambre à coucher, à côté. Ma femme dormait avec son enfant. Puis nous arrivâmes dans le salon. Rien. Les portraits étaient immobiles dans leur cadre d'or sur la tenture rouge. Il me sembla que la porte du salon à la salle à manger n'était point à sa place ordinaire. Nous entrâmes dans la salle à manger, nous en fîmes le tour. Je marchai le premier. La porte sur l'escalier était bien fermée, les fenêtres aussi. Arrivé près du poêle, je vis que l'armoire au linge était ouverte et que la porte de cette armoire était tirée sur l'angle du mur, comme pour le cacher. Cela me surprit. Nous pensâmes qu'il y avait quelqu'un derrière la porte. Je portai la main à cette porte pour refermer l'armoire. Elle résista. Étonné, je tirai plus fort. Elle céda brusquement. Et nous découvrit une petite vieille, les mains pendantes, les yeux fermés, immobile, debout, et comme collée dans l'angle du mur. Cela avait quelque chose de hideux, et mes cheveux se dressent d'y penser. Je demandai à la vieille « Que faites-vous là ?» Elle ne répondit pas. Je lui demandai « Qui êtes-vous » Elle ne répondit pas, ne bougea pas, et resta les yeux fermés. Mes amis dirent « C'est sans doute la complice de ceux qui sont entrés avec de mauvaises pensées. Ils se sont échappés en nous entendant venir, elle n'aura pu fuir et s'est cachée là. » Je l'ai interrogée de nouveau, elle est demeurée sans voix, sans mouvement, sans regard. Un de nous l'a poussée à terre, elle est tombée. Elle est tombée tout d'une pièce, comme un morceau de bois, comme une chose morte. Nous l'avons remuée du pied, puis 2 de nous l'ont relevée et de nouveau appuyée au mur. Elle n'a donné aucun signe de vie. On lui a crié dans l'oreille, elle est restée muette, comme si elle était sourde. Cependant, nous perdions patience, et il y avait de la colère dans notre terreur. Un de nous m'a dit « Mettez-lui la bougie sous le menton ». Je lui ai mis la mèche enflammée sous le menton. Alors, elle a ouvert un œil à demi, un œil vide, terne, affreux, et qui ne regardait pas. J'ai ôté la flamme et j'ai dit « Ah, enfin, répondras-tu, vieille sorcière? Qui es-tu » L'œil s'est refermé comme de lui-même. « Pour le coup, c'est trop fort, ont dit les autres. Encore la bougie, encore, faudra bien qu'elle parle. » J'ai replacé la lumière sous le menton de la vieille. Alors, elle a ouvert ses 2 yeux lentement.
nous a regardés tous, les uns après les autres, puis, se baissant brusquement, a soufflé la bougie avec un souffle glacé. Au même moment, j'ai senti 3 dents aiguës s'imprimer sur ma main dans les ténèbres. Je me suis réveillé, frissonnant et baigné d'une sueur froide. Le bon aumônier était assis au pied de mon lit et lisait des prières. « Ai-je dormi longtemps ?» lui ai-je demandé. « Mon fils, m'a-t-il dit, vous avez dormi 1 heure. On vous a amené votre enfant, elle est là, dans la pièce voisine qui vous attend. Je n'ai pas voulu qu'on vous éveillât. »« Oh !» ai-je crié, « ma fille, qu'on m'amène ma fille !» Chapitre 43. Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. On lui a mis une petite robe qui lui va bien. Je l'ai prise, je l'ai enlevée dans mes bras, je l'ai assise sur mes genoux, je l'ai baisée sur ses cheveux. Pourquoi pas avec sa mère? Sa mère est malade, sa grand-mère aussi. C'est bien. Elle me regardait d'un air étonné, caressée, embrassée, dévorée de baisers et se laissant faire, mais jetant de temps en temps un coup d'œil inquiet sur sa bonne qui pleurait dans le coin. Enfin j'ai pu parler. « Marie !» ai-je dit, « ma petite Marie !» Je la serrai violemment contre ma poitrine enflée de sanglots. Elle a poussé un petit cri. « Oh, vous me faites du mal, monsieur !» m'a-t-elle dit. « Monsieur !» Il y a bientôt 1 an qu'elle ne m'a vue, la pauvre enfant. Elle m'a oublié. Visage, parole, accent. Et puis, qui me reconnaîtrait avec cette barbe, ces habits et cette pâleur? Quoi? Déjà effacée de cette mémoire, la seule où j'eusse voulu vivre. Quoi? Déjà plus père. Être condamné à ne plus entendre ce mot de la langue des enfants, si doux qu'il ne peut rester dans celle des hommes. Papa. Et pourtant, l'entendre de cette bouche encore une fois, une seule fois, voilà tout ce que j'eusse demandé pour les 40 ans de vie qu'on me prend. « Écoute, Marie, lui ai-je dit en joignant ses 2 petites mains dans les miennes, est-ce que tu ne me connais point ?» Elle m'a regardé avec ses beaux yeux et a répondu « Ah bien non !»« Regarde bien, ai-je répété. Comment, tu ne sais pas qui je suis ?»« Si, a-t-elle dit, un monsieur. » Hélas, n'aimer ardemment qu'un seul être au monde, l'aimer avec tout son amour, et l'avoir devant soi, qui vous voit et vous regarde, vous parle et vous répond, et ne vous connaît pas. Ne vouloir de consolation que de lui, et qu'il soit le seul qui ne sache pas qu'il vous en faut parce que vous allez mourir. « Marie, ai-je repris, as-tu un papa ?»« Oui, monsieur, a dit l'enfant. »« Eh bien, où est-il ?» Elle a levé ses grands yeux étonnés. « Ah, vous ne savez donc pas? Il est mort. » Puis elle a crié. J'avais failli la laisser tomber. « Mort !» disais-je. « Marie, sais-tu ce que c'est qu'être mort ?»« Oui, monsieur, a-t-elle répondu. Il est dans la terre et dans le ciel. » Elle a continué d'elle-même. « Je prie le bon Dieu pour lui matin et soir sur les genoux de maman. » Je l'ai baisé au front. « Marie, dis-moi ta prière. » « Je ne peux pas, monsieur. Une prière, cela ne se dit pas dans le jour. Venez ce soir dans ma maison, je la dirai. » C'était assez de cela. Je l'ai interrompu. « Marie, c'est moi qui suis ton papa. »« Ah ?» m'a-t-elle dit. J'ai ajouté. « Veux-tu que je sois ton papa ?» L'enfant s'est détourné. « Non, mon papa était bien plus beau. » Je l'ai couverte de baisers et de larmes. Elle a cherché à se dégager de mes bras en criant « Vous me faites mal avec votre barbe !» Alors je l'ai replacée sur mes genoux en la couvant des yeux, et puis je l'ai questionnée. « Marie, sais-tu lire ?»« Oui, a-t-elle répondu, je sais bien lire. Maman me fait lire mes lettres. »« Voyons, lise un peu, lui ai-je dit en lui montrant un papier qu'elle tenait chiffonné dans une de ses petites mains. Elle a hoché sa jolie tête. « Ah bien, je ne sais lire que des fables. »« Et c'est toujours, voyons, lis. » Elle a déployé le papier et s'est mise à épeler avec son doigt. A, R, ar, R,
Ré. Arrêt. Je lui arrachai cela de main. C'était ma sentence de mort qu'elle me lisait. Sa bonne avait eu le papier pour 1 sou. Il me coûtait plus cher à moi. Il n'y a pas de parole pour ce que j'éprouvais. Ma violence l'avait effrayée. Elle pleurait presque. Tout à coup, elle m'a dit « Rendez-moi donc mon papier, tiens, c'est pour jouer. » Je l'ai remise à sa bonne. « Emportez-la. » Et je suis retombée sur ma chaise, sombre, désert, désespérée. À présent, il devrait venir. Je ne tiens plus à rien. La dernière fibre de mon cœur est brisée. Je suis bon pour ce qu'ils vont faire. Chapitre 44. Le prêtre est bon, le gendarme aussi. Je crois qu'ils ont versé une larme quand j'ai dit qu'on m'emporta mon enfant. C'est fait. Maintenant, il faut que je me roidisse en moi-même et que je pense fermement au bourreau, à la charrette, aux gendarmes, à la foule sur le pont, à la foule sur le quai, à la foule aux fenêtres, et à ce qu'il y aura exprès pour moi sur cette lugubre place de Grève, qui pourrait être pavée des têtes qu'elle a vues tomber. Je crois que j'ai encore 1 heure pour m'habituer à tout cela. Chapitre 45. Tout ce peuple rira, battra des mains, applaudira. Et parmi tous ces hommes, libres et inconnus des geôliers, qui courent pleins de joie à une exécution, dans cette foule de têtes qui couvrira la place, il y aura plus d'1 tête prédestinée qui suivra la mienne, tôt ou tard, dans le panier rouge. Plus d'1 qui y vient pour moi y viendra pour soi. Pour ces êtres fatals, il y a sur un certain point de la place de Grève un lieu fatal, un centre d'attraction, un piège. Ils tournent autour jusqu'à ce qu'ils y soient. Chapitre 46. Ma petite Marie. On l'a ramenée jouer. Elle regarde la foule par la portière du fiacre et ne pense déjà plus à ce monsieur. Peut-être aurai-je encore le temps d'écrire quelques pages pour elle, afin qu'elle les lise un jour et qu'elle pleure dans 15 ans pour aujourd'hui. Oui, il faut qu'elle sache par moi mon histoire, et pourquoi le nom que je lui laisse est sanglant. Chapitre 47. Mon histoire. Note de l'éditeur. On a pu encore retrouver les feuillets qui se rattachaient à celui-ci. Peut-être, comme ceux qui suivent semblent l'indiquer, le condamné n'a-t-il pas eu le temps de les écrire. Il était tard quand cette pensée lui est venue. Chapitre 48. D'une chambre de l'hôtel de ville. De l'hôtel de ville, ainsi j'y suis. Le trajet exécrable est fait, la place est là, et au-dessous de la fenêtre, l'horrible peuple qui aboie, et m'attend, et rit. J'ai eu beau me roidir, beau me crisper, le cœur m'a failli. Quand j'ai vu au-dessus des têtes ces 2 bras rouges, avec leur triangle noir au bout, dressés entre les 2 lanternes du quai, le cœur m'a failli. J'ai demandé à faire une dernière déclaration. On m'a déposé ici, et l'on est allé chercher quelques procureurs du roi. Je l'attends. C'est toujours cela de gagné. Voici. 3 heures sonnaient, on est venu m'avertir qu'il était temps. J'ai tremblé, comme si j'eusse pensé à autre chose depuis 6 heures, depuis 6 semaines, depuis 6 mois. Cela m'a fait l'effet de quelque chose d'inattendu. Ils m'ont fait traverser leurs corridors et descendre leurs escaliers. Ils m'ont poussé entre 2 guichets du rez-de-chaussée. Salle sombre, étroite, voûtée, à peine éclairée d'un jour de pluie et de brouillard. Une chaise était au milieu. Ils m'ont dit de m'asseoir. Je me suis assis. Il y avait près de la porte et le long des murs quelques personnes debout, outre le prêtre et les gendarmes, et il y avait aussi 3 hommes. Le premier, le plus grand, le plus vieux, était gras et avait la face rouge. Il portait une redingote et un chapeau à 3 cornes déformées. C'était lui. C'était le bourreau, le valet de la guillotine. Les 2 autres étaient ses valets, à lui. À peine assis, les 2 autres se sont approchés de moi, par derrière, comme des chats.
Puis tout à coup j'ai senti un froid d'acier dans mes cheveux, et les ciseaux ont grincé à mes oreilles. Mes cheveux, coupés au hasard, tombaient par mèches sur mes épaules, et l'homme au chapeau à 3 cornes les époussetait doucement avec sa grosse main. Autour, on parlait à voix basse. Il y avait un grand bruit au dehors, comme un frémissement qui ondulait dans l'air. J'ai cru d'abord que c'était la rivière, mais à des rires qui éclataient, j'ai reconnu que c'était la foule. Un jeune homme près de la fenêtre, qui écrivait avec un crayon sur un portefeuille, a demandé à un des guichetiers comment s'appelait ce qu'on faisait là. « La toilette du condamné », a répondu l'autre. J'ai compris que cela serait demain dans le journal. Tout à coup, l'un des valets m'a enlevé ma veste, et l'autre a pris mes 2 mains qui pendaient, les a ramenées derrière mon dos, et j'ai senti les nœuds d'une corde se rouler lentement autour de mes poignets rapprochés. En même temps, l'autre détachait ma cravate. Ma chemise de batiste, seul lambeau qui me resta du mois d'autrefois, l'a fait en quelque sorte hésiter un moment, puis il s'est mis à en couper le col. À cette précaution horrible, au saisissement de l'acier qui touchait mon cou, mes coudes ont tressailli, et j'ai laissé échapper un rugissement étouffé. La main de l'exécuteur a tremblé. « Monsieur, m'a-t-il dit, pardon, est-ce que je vous ai fait mal ?» Ces bourreaux sont des hommes très doux. La foule hurlait plus haut au dehors. Le gros homme au visage bourgeonné m'a offert à respirer un mouchoir imbibé de vinaigre. « Merci, lui ai-je dit de la voix la plus forte que j'ai pu. C'est inutile, je me trouve bien. » Alors, l'un d'eux s'est baissé et m'a lié les 2 pieds au moyen d'une corde fine et lâche qui ne me laissait à faire que de petits pas. Cette corde est venue se rattacher à celle de mes mains. Puis le gros homme a jeté la veste sur mon dos et a noué les manches ensemble sous mon menton. Ce qu'il y avait à faire là était fait. Alors le prêtre s'est approché avec son crucifix. « Allons, mon fils, m'a-t-il dit. » Les valets m'ont pris sous les aisselles, je me suis levé, j'ai marché. Mes pas étaient mous et fléchissaient comme si j'avais eu 2 genoux à chaque jambe. En ce moment, la porte extérieure s'est ouverte à 2 battants. Une clameur furieuse et l'air froid et la lumière blanche ont fait irruption jusqu'à moi dans l'ombre. Du fond du sombre guichet, j'ai vu brusquement tout à la fois, à travers la pluie, les 1000 têtes hurlantes du peuple, entassées pêle-mêle sur la rampe du grand escalier du palais. À droite, de plein pied avec le seuil, un rang de chevaux de gendarmes, dont la porte basse ne me découvrait que les pieds de devant et les poitrails. En face, un détachement de soldats en bataille. À gauche, l'arrière d'une charrette, auquel s'appuyait une roue d'échelle. Tableau hideux, bien encadré dans une porte de prison. C'est pour ce moment redouté que j'avais gardé mon courage. J'ai fait 3 pas et j'ai paru sur le seuil du guichet. « Le voilà, le voilà !» criait la foule. « Il sort enfin !» Et les plus près de moi battaient des mains. Si fort qu'on aime un roi, ce serait moins de fête. C'était une charrette ordinaire, avec un cheval étique et un charretier en sarrau bleu à dessins rouges, comme ceux des maraîchers des environs de Bicêtre. Le gros homme en chapeau à 3 cornes est monté le premier. « Bonjour, monsieur Samson !» criaient des enfants pendus à des grilles. Un valet l'a suivi. « Bravo, mardi !» ont crié de nouveau les enfants. Ils se sont assis tous 2 sur la banquette de devant. C'était mon tour. J'ai monté d'une allure assez ferme. « Il va bien !» a dit une femme à côté des gendarmes. Cet atroce éloge m'a donné du courage. Le prêtre est venu se placer auprès de moi. On m'avait assis sur la banquette de derrière, le dos tourné au cheval. J'ai frémi de cette dernière attention. Ils mettent de l'humanité là-dedans. J'ai voulu regarder autour de moi. Gendarme devant, gendarme derrière. Puis de la foule,
et de la foule, une mer de têtes sur la place. Un piquet de gendarmerie à cheval m'attendait à la porte de la grille du palais. L'officier a donné l'ordre, la charrette et son cortège se sont mis en mouvement, comme poussés en avant par un hurlement de la populace. On a franchi la grille. Au moment où la charrette a tourné vers le pont au change, la place a éclaté en bruit, du pavé au toit, et les ponts et les quais ont répondu à faire un tremblement de terre. C'est là que le piquet qui attendait s'est rallié à l'escorte. « Chapeau bas !» criaient 1000 bouches ensemble. « Comme pour le roi !» Alors j'ai ri horriblement aussi, moi, et j'ai dit au prêtre « Eux les chapeaux, moi la tête !» On allait au pas. Le quai aux fleurs embaumait, ces jours de marché. Les marchandes ont quitté leurs bouquets pour moi. Vis-à-vis, un peu avant la tour carrée qui fait le coin du palais, il y a des cabarets dont les entresols étaient pleins de spectateurs heureux de leur belle place. Surtout des femmes. La journée doit être bonne pour les cabaretiers. On louait des tables, des chaises, des échafaudages, des charrettes, tout plié de spectateurs. Des marchands de sang humain criaient à tue-tête « Qui veut des places ?» Une rage m'a pris contre ce peuple. J'ai eu envie de leur crier « Qui veut la mienne ?» Cependant, la charrette avançait. À chaque pas qu'elle faisait, la foule se démolissait derrière elle, et je la voyais de mes yeux égarés qui s'allaient reformer plus loin sur d'autres points de mon passage. En entrant sur le pont au change, j'ai par hasard jeté les yeux à ma droite en arrière. Mon regard s'est arrêté sur l'autre quai, au-dessus des maisons, à une tour noire, isolée, hérissée de sculptures, au sommet de laquelle je voyais 2 monstres de pierre, assis de profil. Je ne sais pourquoi j'ai demandé au prêtre ce que c'était que cette tour. « Saint-Jacques-la-Boucherie » a répondu le bourreau. J'ignore comment cela se faisait. Dans la brume, et malgré la pluie fine et blanche qui rayait l'air, comme un réseau de fils d'araignées, rien de ce qui se passait autour de moi ne m'a échappé. Chacun de ces détails m'a porté sa torture. Les mots manquent aux émotions. Vers le milieu de ce pont au change, si large et si encombré que nous cheminions à grand-peine, l'horreur m'a pris violemment. J'ai craint de défaillir, dernière vanité. Alors, je me suis étourdi moi-même pour être aveugle et pour être sourd à tout, excepté au prêtre, dont j'entendais à peine les paroles entrecoupées de rumeurs. J'ai pris le crucifix et je l'ai baisé. « Ayez pitié de moi », ai-je dit. « Oh mon Dieu !» Et j'ai tâché de m'abîmer dans cette pensée. Mais chaque cahot de la dure charrette me secouait. Puis tout à coup je me suis senti un grand froid. La pluie avait traversé mes vêtements et mouillé la peau de ma tête à travers mes cheveux coupés et courts. « Vous tremblez de froid, mon fils ?» m'a demandé le prêtre. « Oui », ai-je répondu. Hélas, pas seulement de froid. Au détour du pont, des femmes m'ont plaint d'être si jeune. Nous avons pris le fatal quai. Je commençais à ne plus voir, à ne plus entendre. Toutes ces voix, toutes ces têtes aux fenêtres, aux portes, aux grilles des boutiques, aux branches des lanternes, ces spectateurs avides et cruels, cette foule où tous me connaissent et où je ne connais personne, cette route pavée et murée de visages humains. J'étais ivre, stupide, insensé. C'est une chose insupportable que le poids de tant de regards appuyés sur vous. Je vacillais donc sur le banc, ne prêtant même plus d'attention au prêtre et au crucifix. Dans le tumulte qui m'enveloppait, je ne distinguais plus les cris de pitié des cris de joie, les rires des plaintes, les voix du bruit. Tout cela était une rumeur qui résonnait dans ma tête comme dans un écho de cuivre. Mes yeux lisaient machinalement les enseignes des boutiques. Une fois, l'étrange curiosité me prit de tourner la tête et de regarder vers quoi j'avançais. C'était une dernière bravade de l'intelligence. Mais le corps ne voulut pas. Ma nuque resta paralysée et d'avance comme morte.
J'entrevis seulement de côté, à ma gauche, au-delà de la rivière, la tour de Notre-Dame, qui, vue de là, cache l'autre. C'est celle où est le drapeau. Il y avait beaucoup de monde et qui devait bien voir. Et la charrette allait, et les boutiques passaient, et les enseignes se succédaient, écrites, peintes, dorées, et la populace riait et trépignait dans la boue. Et je me laissais aller, comme à leurs rêves ceux qui sont endormis. Tout à coup, la série des boutiques qui occupait mes yeux s'est coupée à l'angle de la place. La voix de la foule est devenue plus vaste, plus glapissante, plus joyeuse encore. La charrette s'est arrêtée subitement, et j'ai failli tomber la face sur les planches. Le prêtre m'a soutenu. « Courage !» a-t-il murmuré. Alors on a apporté une échelle à l'arrière de la charrette. Il m'a donné le bras, je suis descendue. Puis j'ai fait un pas, puis je me suis retournée pour en faire un autre, et je n'ai pu. Entre les deux lanternes du quai, j'avais vu une chose sinistre. Oh, c'était la réalité. Je me suis arrêtée, comme chancelant déjà du coup. « J'ai une dernière déclaration à faire », ai-je crié faiblement. On m'a monté ici. J'ai demandé qu'on me laissât écrire mes dernières volontés. Ils m'ont délié les mains, mais la corde est ici, toute prête, et le reste est en bas. Chapitre 49. Un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce, vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il m'a répondu en souriant fatalement, si c'est là tout ce que j'avais à lui dire. « ma grâce, ai-je répété, ou par pitié, 5 minutes encore. » Qui sait, elle viendra peut-être. Cela est si horrible à mon âge de mourir ainsi. Des grâces qui arrivent au dernier moment, on l'a vu souvent. Et à qui fera-t-on grâce, monsieur, si ce n'est à moi ? Cet exécrable bourreau. Il s'est approché du juge pour lui dire que l'exécution devait être faite à une certaine heure, que cette heure approchait, qu'il était responsable, que d'ailleurs il pleut et que cela risque de se rouiller. « Et par pitié, 1 minute pour attendre ma grâce, ou je me défends, je mords. » Le juge et le bourreau sont sortis. Je suis seule avec 2 gendarmes. Oh, l'horrible peuple avec ses cris d'hyène. Qui sait si je ne lui échapperai pas, si je ne serai pas sauvée, si ma grâce, il est impossible qu'on ne me fasse pas grâce. Ah, les misérables, il me semble qu'on monte l'escalier. 4 heures.